Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites, parce que pendant 15 jours, l'actualité française s'est arrêtée là-dessus. Alors qu'il y a eu 17 morts, il faut quand même rappeler qu'il y avait eu, il y a eu 67 morts à Londres pendant les attentats avec 700 blessés, et il y a eu plus de 400 morts à la gare d'Atocha à Madrid, plus de 400 morts avec 1700 blessés graves. Et là, on a le monde entier qui est venu à Paris pour manifester avec la plus grande manifestation qui a jamais eu lieu en France. C'est sans doute un ensemble de manifestations qui ont été les plus importantes sans doute jamais. S'il faut se poser la question, c'est pourquoi est-ce que ça s'est produit en France et pourquoi ça s'est pas produit ailleurs. On peut aller plus loin, mais il faut faire court. Donc je ne veux pas parler trop longtemps pour les auditeurs d'égalité et conciliation, puisqu'Alain Soral, dans sa dernière vidéo, parle de ces événements. Donc je vais essayer de pas dire la même chose, parce qu'il dit, il met bien le cadre pour montrer que c'est quand même une gigantesque manipulation d'État, pas l'attentat en lui-même, mais tout ce qui a suivi autour. Mais on peut dire quand même que dans la même semaine, pratiquement le même jour, il y a entre 2000 et 3000 personnes qui ont été tuées, des catholiques qui ont été tués par Boko Haram au Nigeria. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de gens soient intéressés à ça, alors qu'il y avait 17 morts en France et tout le monde n'a parlé que de ça pendant 15 jours, comme si la Terre avait arrêté de tourner, comme si le Soleil avait arrêté de tourner et que le centre du monde était devenu le nombril de François Hollande. Donc, il y a eu des gigantesques manifestations. Quelles sont-elles? La première chose, il suffit d'avoir regardé les films, même si les films ont été un peu manipulés parce que les caméramans se sont placés en choisissant des groupes bien particuliers pour essayer de faire masse. Mais clairement, c'est pas la France black, blanc, beurre qui a défilé, c'est la France blanche, blanche, blanche. Quand on regarde l'importance des manifestations avec les centaines de villes et de communes dans lesquelles c'était déroulé, on constate que plus le vote Front National était fort dans une ville, moins il y avait de manifestants. Et d'autre part, on se rend compte que plus cette commune ou plus le département avait voté contre le traité européen de Lisbonne en 2005, moins il y avait de manifestants. L'exemple type, c'est Paris, qui est une ville qui est un véritable trou noir pour le Front National et où le oui au référendum l'a largement emporté. Bon, ben c'est là où il y a eu le plus grand nombre de manifestants. Qui étaient ces manifestants? Il suffit de regarder les images, ce ne sont pas des ouvriers. Les gens qui étaient là, ce sont essentiellement la population parisienne, c'est-à-dire des bobos, des libéraux libertaires, pour être clair, des profs et des jeunes, essentiellement des jeunes étudiants. Voilà. Ces trois catégories qui sont assez très implantées dans Paris. Et l'exemple type, c'est le 19e arrondissement, où la gauche bobo réussit des scores absolument phénoménaux. Donc on peut dire que c'est une espèce de répétition générale. Ça rappelle beaucoup ce qui se produit après le 21 avril, où la France s'est arrêtée à propos du vote, à propos de Jean-Marie Le Pen, alors que Jean-Marie Le Pen n'avait strictement aucune chance de remporter les élections, alors que c'est Jacques Chirac qui évidemment allait les avoir. Mais pendant 15 jours, toute l'attention du public, des médias, a été attirée par ça, et on a donc, d'une certaine manière, dicté aux gens ce qu'il fallait voter. Bon, là, on a une mobilisation formidable qui, pour moi, est une répétition générale de ce qui se produira au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, où, normalement, les choses peuvent évidemment évoluer. Mais je dirais qu'actuellement, tous les sondeurs sont d'accord, Marine Le Pen sera au second tour. Voilà. Et donc, on a une espèce de répétition générale, ce seront les mêmes personnes qui descendront dans la rue. D'une certaine manière, ces personnes sont les mêmes que les personnes qui ont été à l'origine de SOS Racisme. Je suis Charlie, c'est touche pas à mon pote. Sauf que, on va le voir tout à l'heure, l'idéologie de l'antiracisme, qui est une idéologie qui fonctionne plus parce qu'elle a montré plus que ses limites, elle a montré sa faillite, va être remplacée par une nouvelle notion qui est développée par Najat Vallaud-Belkacem et par Manuel Valls, etc., qui est la laïcité républicaine dans un sens maçonnique. Et ça, c'est un élément essentiel, parce que ça va être la structuration qui va être utilisée par l'enseignement, par les médias, par les politiques, etc., pour reformater un certain nombre d'esprits. Donc on va plus être dans touche pas à mon pote, on va être dans je suis Charlie. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout complotiste,
Je crois absolument pas. Je pense que le policier a été réellement tué, etc. Je pense pas que M. Koulibaly avait des menottes, etc. Je pense que c'est discréditer la cause que de s'embarquer dans de mettre en doute ces événements. En revanche, qu'on peut dire, et il faut remonter à quelques années en arrière, la France a commencé par Nicolas Sarkozy, dans une politique qui a été suivie par la suite par François Hollande. Les hommes politiques de l'UMPS portent une énorme responsabilité dans ce qui s'est produit. On ne peut pas décider de déstabiliser, de détruire pour les intérêts des États-Unis et la protection d'Israël. On ne peut pas décider de détruire un des seuls régimes musulmans qui était quand même plutôt relativement laïque, avec une protection des autres religions. Ils ont déjà détruit l'Irak. Après, il fallait détruire la Syrie. Donc, ils ont décidé de détruire le régime de Bachar el-Assad. Et donc, on a laissé partir de Grande-Bretagne, de Belgique, d'Espagne, de France, parce qu'on a la principale communauté musulmane d'Europe, pratiquement avec l'assentiment des pouvoirs publics, c'est-à-dire que de la police de l'air et des frontières, de la DCRI, de la DGSE, qui formaient des combattants là-bas, on a laissé partir un certain nombre de gens qui se sont dont des convertis, il y a à peu près 25 à 30% de convertis, qui se sont formés dans des camps, alimentés par du matériel, souvent venant de Libye, fourni par les Américains, avec des formateurs américains ou français. Donc ce sont des gens qui sont partis avec pratiquement l'aval, la neutralité au minimum des pouvoirs publics. On les a ensuite laissés revenir en France et on les a pas surveillés. Donc on se retrouve avec des milliers de bombes ambulantes dans la rue, et nécessairement, ça devait péter un jour. Voilà. Et ça repétera à nouveau, puisque ces gens-là ne sont pas surveillés, et ça s'est pratiquement fait avec l'aval, l'accord, la neutralité des pouvoirs publics. Donc c'est un autre élément, et je rappellerai que les événements tragiques qui sont déroulés début janvier avaient été précédés déjà d'un certain nombre d'attaques dont personne n'a voulu tirer les conséquences, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était des malades mentaux, on a même dit qu'ils ne pouvaient pas être jugés. Quand vous avez quelqu'un qui prend sa voiture pour foncer dans une foule en hurlant « Allahu Akbar », on a dit que c'était pour se donner du courage et que c'était pas religieux. Je suis désolé, l'histoire de Charlie Hebdo, l'histoire du magasin Cacher, s'inscrit dans cette continuité d'événements qui sont arrivés précédemment. Depuis, on le sait, par les services secrets libanais, par les services secrets d'un certain nombre de pays, ils avaient tous prévenu la France qu'il allait se produire des événements. On ne peut pas dire que la police a été très efficace. Voilà. Donc, ce genre d'événement, pour moi, se reproduira parce qu'on a laissé se former pratiquement des soldats formés au combat urbain. Une fois rentrés, si ces gens-là ne sont pas surveillés, ils ne peuvent que passer à l'action, parce que d'autant qu'ils ils sont facilement manipulables, c'est-à-dire que ce sont des individus qui ont ce que Alain Soral appelle les racailles islamistes, c'est-à-dire en général des délinquants qui ont fait pas leur teshuva, mais ont fait un retour vers l'islam quand ils étaient en prison. Ce sont des gens qui sont faits psychologiquement ou ils sont à la marge de la société. Ce sont des gens qui sont facilement manipulables. Je ne dis pas qu'ils étaient manipulés par les services secrets français ou par la DCRI, ça n'a rien à voir. Je dis simplement que ces gens-là n'ont pas été surveillés comme ils auraient dû l'être. La seconde chose qu'on peut voir, c'est que le gouvernement avait d'évidence dans ses tiroirs un certain nombre de lois liberticides qui maintenant vont être votées à la faveur des événements qui se sont produits, et que il n'est pas possible que tout ce programme qui est annoncé ait été édifié en une semaine. En réalité, il était préparé depuis un certain nombre de temps. Je pense qu'il faut quand même s'intéresser par exemple, aux lois liberticides qui vont être prises pour brider la presse et pour brider Internet. Donc, ce qui est absolument extraordinaire, j'ai juste cité le discours d'Harlem Désir, secrétaire d'État aux Affaires européennes, le 22 janvier à l'Assemblée nationale, à l'ONU. Bon, ce qui est quand même incroyable, ça commence par Monsieur le Président, Monsieur et Madame les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, cher Bernard-Henri Lévy. Je vous assure, c'est écrit dedans. Voilà le texte. Cher Bernard-Henri Lévy. On se demande pourquoi il arrive 4e après ces gens-là. Et l'essentiel de son discours est centré sur
combattre l'antisémitisme. Je vois pas ce que l'antisémitisme vient voir dans la tuerie de Charlie Hebdo. Moi, j'ai du mal à comprendre. Bon, alors on nous dit c'est combattre la haine, l'ignorance, l'impunité. Donc on nous dit la France a décidé de renforcer son arsenal répressif pour les sanctions prévues pour les auteurs de paroles et d'actes antisémites. Nous avons affiné nos outils statistiques, accru notre vigilance vis-à-vis des propos. Puis ça continue, un plan national d'action. Et on nous dit notamment, un important travail sur la mémoire de la Shoah sera mené pour combattre le négationnisme. On peut penser ce qu'on veut de ce genre de choses, et on ne peut pas le penser puisqu'il y a des lois qui l'interdisent. Mais je voudrais qu'on m'explique le rapport entre le négationnisme et le terrorisme. Là, il y a quelque chose... Donc on voit bien que toutes ces lois sont prises. Le fait, par exemple, de sortir, de décider que des infractions qui jusque-là relevaient de la loi de 1881 sur la presse vont sortir de ce droit, ça remonte quand même à 1880, c'est-à-dire peu après Napoléon III. C'est quand même quelque chose d'ancien. C'était une loi qui était libérale d'inspiration. On n'arrête pas de la borner à nouveau, de réduire. Et maintenant, on sort de cette loi tout propos qui pourrait être antisémite. Et en réalité, ce qui va se produire d'ici peu de temps, c'est que ça va être des propos antisionistes. On le voit pour Dieudonné, Alain Soral, un certain nombre d'autres gens, y compris même Zemmour. Dès que les gens sont pas dans la ligne, on est en train de les exclure. C'est ça qui va se produire. Et donc, tout cet arsenal de lois a été préparé précisément avant par un certain nombre de hauts fonctionnaires. Et ces lois vont être votées et appliquées avec une dureté énorme au prétexte que cela servirait à combattre le terrorisme. Je vois absolument pas le rapport entre des crétins qui vont s'entraîner dans des camps au Yémen, en Irak, etc., en Syrie, en Libye, en Algérie, etc., et la lutte contre le négationnisme. Si tous les négationnistes deviennent des terroristes, moi je l'ai jamais remarqué. Bon, voilà. Je pense que n'importe quel journaliste est capable de voir ça. Donc on se rend compte qu'il y a des idées qui sont derrière. Donc vous pensez bien qu'une opération comme les manifestations qui ont eu lieu en France, le fait que par exemple vous vous trouvez avec des artistes à Hollywood qui portent le badge « Je suis Charlie », alors qu'il a été fait à 8000 km, et hop, comme par hasard, ces gens l'ont. Il a bien fallu quand même qu'il y ait quelqu'un qui les conçoive, qui les fabrique, qui les envoie, qui ait les contacts pour leur faire porter, et le fait qu'ils aient assez d'influence pour qu'ils puissent les porter devant une télévision, devant des caméras. Donc on voit bien que derrière, il y a des communicants qui ont travaillé avec une efficacité redoutable, avec une efficacité exceptionnelle. Donc à la manœuvre, pour moi, il y a un certain nombre de gens, on entrevoit quand on lit les journaux, on voit qu'ils étaient à tel endroit, etc. Donc je pense qu'il y a par exemple Julien Drey, qui est le visiteur du soir de l'Élysée, qui est devenu vraiment une espèce de conseillant, un confident de François Hollande. Julien Drey, c'est quand même l'homme qui a monté SOS Racisme. Donc c'est un professionnel de la manipulation, de la communication, de l'introduction de nouvelles notions. Je veux dire, Julien Drey, c'est l'homme ne touche pas à mon pote. Et maintenant, c'est « Je suis Charlie ». Bon. Vous avez une autre personne qu'on voit tout le temps, qu'on a vu beaucoup ces temps-ci, d'ailleurs, qui a failli même être embauché à plein temps, qu'on a vu beaucoup à Matignon, qui est Anne Homel. Anne Homel, c'est une professionnelle de la communication, c'est l'ancienne directrice de la communication de Dominique Strauss-Kahn. Donc c'est un personnage clé de la communication gouvernementale, et comme par hasard, elle est réapparue à ce moment-là. Bon. Et puis vous avez un personnage clé également, parce qu'il faut cacher la faillite à la fois du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Donc il faut que vous ayez quelqu'un qui soit capable de recréer un discours pour permettre à Cazeneuve de ne pas démissionner, à Taubira de ne pas démissionner. C'est quand même la faillite de la DCRI et c'est la faillite de la justice, puisque ces gens qui auraient dû être en prison avaient été relâchés avec des peines, etc., parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient stressés, il fallait qu'ils profitent de toutes les réductions de peine, etc. Donc des gens quand même absolument incroyables, on nous dit qu'ils avaient fait de la préventive, mais il n'y a pas que ça, ils n'étaient pas surveillés. On voit qu'un des frères Kouachi a pu sauter 4 ou 5 contrôles, ces contrôles judiciaires hebdomadaires, il a eu le temps d'aller au Yémen, et personne s'en est étonné. Bon, ce sont des éléments comme ça. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour reconstruire une espèce de discours qui puisse être acceptable pour le gouvernement, c'est-à-dire Cazeneuve et Valls pour le type de l'intérieur. Non. Cet homme, c'est Alain Boer. Alain Boer est tout le temps fourré en ce moment à Matignon. Alain Boer est un des 2 meilleurs amis. Moi, je l'ai écrit dans mon livre « Le vrai visage de Manuel Valls ». C'est un des 2 meilleurs amis de Manuel Valls. C'est avec lui qu'il a
qu'il a organisé sa montée à l'intérieur du Parti socialiste, et que Alain Boer, c'est l'ancien grand maître du Grand Orient de France, et c'est le grand Manitou pour tout ce qui est la sécurité intérieure, les sociétés de sécurité, les études de sécurité en France, la sécurité des, municipale, etc. Donc c'est un homme qui vient de la gauche, et qui connaît toutes les ficelles pour construire rapidement un discours qui puisse de retourner la situation. Parce qu'il faut quand même pas oublier que on a eu une affaire de terrorisme islamique, et les gens qui ont manifesté pas contre le terrorisme islamique, ils manifestaient je suis Charlie, c'est-à-dire je suis n'importe quoi. C'est le degré zéro de la réflexion, exactement comme l'antifascisme est le degré zéro de la réflexion politique. Bon, bah là, on a créé une nouvelle notion. Donc, ce qui est très grave, c'est de pas être Charlie. On l'a vu, il y a des gens, dès qu'ils sont pas Charlie, maintenant, on les met, ils sont lourdement condamnés. Donc, vous vous retrouvez avec des vrais professionnels de la communication. Et, comme j'ai expliqué en début d'entretien, une des nouvelles armes qui va être utilisée, c'est la laïcité maçonnique. On nous explique que l'éducation nationale, c'est une œuvre de très longue haleine, parce que c'est quelque chose parti pour 20 ou 30 ans, va relancer toute la dynamique, va exploiter ce qu'on appelle la laïcité, en disant que c'est ça qui va résoudre les problèmes du terrorisme. Mais aucun pays au monde, sauf peut-être certains pays communistes, la laïcité est liée à la Révolution française et est quelque chose d'extrêmement particulier, très spécifique à la France. Les gens l'ignorent, mais qui se retrouve pratiquement dans aucun autre pays européen. La laïcité à la française, ça a quand même été une guerre qui a été entreprise qui s'est terminée en 1905 avec l'expulsion des congrégations. Il y a eu pas mal de morts, il y a eu la saisie des biens de l'Église, il y a eu toute une série de choses. C'était les nouveaux... C'était la continuation de la Révolution, on avait saisi les biens de l'Église. C'était quelque chose d'extrêmement violent. Il y a eu plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de Français catholiques qui sont exilés à ce moment-là. La laïcité à la française, vous en parlez par exemple à un Américain, il ne comprendra même pas. Les États-Unis ne reconnaissent, ne favorisent aucune religion. Mais, on le sait très bien, on prête serment sur la Bible, les formules bibliques figurent sur les billets de banque, etc., in God we trust, etc. C'est-à-dire qu'il y a un être suprême, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu suprême qui règne sur tout. C'est pas du tout la laïcité à la française qui dit non, mais on va faciliter, on ne va favoriser aucune religion. Voilà. Donc cette laïcité est la nouvelle arme qui va être utilisée, mais il suffit de réfléchir à ce que c'est la laïcité, prenez les livres de Bobéro, ce genre de choses. La laïcité ne résoudra aucun des problèmes qui se posent actuellement au gouvernement, c'est-à-dire d'avoir laissé se former sur le sol français des groupes facilement manipulables et de les avoir laissés revenir et ne pas les surveiller et ne pas intervenir contre eux. Donc la laïcité va être la nouvelle arme politique utilisée, et bien évidemment, elle va être utilisée contre qui? Elle va être utilisée contre, je dirais, le mouvement national populiste, que ce soit ce qu'on appelle les nationaux républicains, que ce soit les identitaires, que ce soit Égalité et Réconciliation, que ce soit le Front National, etc. Tous ces gens-là vont être cités. Rendez-vous bien compte que le Front National est le seul parti qui, depuis 25 ans au moins, disait qu'il allait y avoir des attentats en France si on n'intervenait pas pour juguler la formation et l'installation sur le sol français de bases de terrorisme islamique. Et ce sont des gens qui se sont retrouvés en position d'accusés une fois qu'ils ont que ce qu'ils avaient prévu s'est réalisé. Bon, ben c'est la laïcité va être à nouveau utilisée exclusivement contre le Front National, et tout ça, bon, je l'ai expliqué dans Faits et Documents, j'ai expliqué dans un certain nombre de vidéos, notamment ER, tout ça a pour but de créer une union nationale avec les partis de l'arc constitutionnel, c'est-à-dire, en gros, les partis représentés à l'Assemblée nationale, mais c'est un peu plus compliqué, parce que le Front National, maintenant, a des députés, mais en gros, c'est l'UMPS un peu élargi, avec les centristes, et on va mettre sur la gauche, toute l'extrême gauche, le front de gauche, une partie des écologistes, et ce tiers de Français qui votent Front National vont être éjectés, et le principe est de
recréer un groupe central qui, au minimum, représentera 51% des voix. C'est ça qui est en train de se préparer, et donc il y a eu toute une pratique, ça a été décrit par Lucien Serruy, de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, la manipulation des esprits, la création d'un certain nombre de besoins, la volonté de rendre complètement crétins les gens, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se produire sous vos yeux.